Bioélectronique Vincent. Conférence du professeur Louis-Claude Vincent, l'Oasis, mercredi 8 décembre 1976. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole à une réunion de l'Oasis et de la vie claire dont s'occupe depuis longtemps M. Geffroy. Et je dois dire que lorsqu'au début de mes recherches, j'ai eu à me faire un sentiment sur l'activité de M. Geffroy, j'avais un certain doute quant à la validité de ces théories, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Mais les recherches de ces dernières années, avec le concours de quelques médecins français, parce qu'il y en a, et j'en ai vu ici présents, nombreux, et surtout des médecins allemands, nous ont permis de définir une loi de la santé, comme quoi celle-ci se détériore d'abord et en premier lieu par l'alimentation. Donc s'occuper d'alimentation, d'une alimentation saine, c'est à coup sûr travailler effectivement pour la santé des populations. Car nos observations sont formelles. Ce ne sont pas des petites observations médicales, plus ou moins estimées. Ce sont des observations scientifiques, c'est-à-dire chiffrées sur des nombres. Or, Galilée disait, la science, c'est d'abord la science des nombres. Donc, ce sont des nombres que nous relevons. Et c'est d'après ces nombres et leurs variations dans tous les domaines que nous mesurons, et dont je vais vous parler, que nous pouvons estimer un état de santé. Eh bien, nous avons vu que dès le début, je le répète, ce qui se détériorait dans un état qui était parfait, c'est d'abord le système digestif. Et dès que le système digestif se révèle perturbé, immédiatement, le système circulatoire, c'est-à-dire le sang, est perturbé. Et lorsque le sang est perturbé, le système urinaire et tout le système d'élimination sont perturbés. Donc on peut dire, sans risquer de se tromper, que la santé commence avec l'alimentation. Et je tiens à dire à M. Geffroy, aujourd'hui, combien j'apprécie ses efforts qu'il a fait pour le bien de tous. Avant de commencer, cela étant dit, je pensais que le professeur Delpech, monsieur le professeur, voulez-vous venir? Je vous en supplie. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter les deux éminentes personnalités qui ont bien voulu aujourd'hui m'assister en cette réunion. À ma droite, monsieur le professeur Delpech de la Sorbonne, le grand maître de la psychologie, dont les ouvrages sont connus et ont fait le tour du monde entier et font le plus grand honneur à la France. À ma gauche, M. Roujon, ancien ingénieur en chef d'aéronautique et à Air France notamment, un des derniers survivants de l'épopée Mermoz-Saint-Exupéry, dont vous avez tous entendu parler, et qui s'est occupé dans son jeune âge de cette affaire qui a fait également le plus grand honneur à notre pays.
Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Maintenant, je voudrais vous lire une lettre que j'ai adressée à Monsieur le Premier ministre, puisque la France avait bien voulu, lors du premier congrès de bioélectronique Vincent, congrès international tenu en Allemagne, à Königstein, à côté de Francfort, avait bien voulu venir envoyer un messager pour présenter au nom du gouvernement et du président ses vœux. J'ai donc informé Monsieur le Premier ministre de cette réunion dans la lettre suivante. Monsieur le Premier ministre, Louis-Claude Vincent a l'honneur d'attirer votre attention personnelle sur l'intérêt de la conférence annoncée 6 juin en ce qui concerne la lutte contre l'inflation. Savoir, nouvelle médecine de prévention et de contrôle permettant de réduire en quelques années de plus de 50% le budget extravagant de la sécurité sociale. D'accord ? Deuxièmement, réalisation d'une énergie nationale hydraulique selon des plans élaborés par moi il y a 20 ans et abandonnés car le pétrole alors était plus économique. En 5 ans, 300 à 400 000 Français peuvent construire l'équivalent de 50 millions de tonnes de pétrole, mais de façon permanente. Je vous prie, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir déléguer un de vos attachés. Avec ses respects, Louis-Claude Vincent. Alors je demande, est-ce qu'il y a un représentant ici de Monsieur le Premier ministre? J'ai écrit également à Monsieur Poniatowski, défenseur des vaccins, parce qu'il n'a pas eu les moyens matériels de les apprécier, sinon sentimentalement par oui dire, en lui demandant de bien vouloir s'informer, et en même temps, je lui communiquais la lettre à Monsieur le Premier ministre. Est-ce que Monsieur le ministre de l'Intérieur a un représentant? Personne. Madame Veil, ministre de la Santé publique. Louis-Claude Vincent a l'honneur de signaler à Madame le ministre que lors de la conférence annoncée 6 juin, il doit démontrer scientifiquement la haute nocivité des vaccins et réclamer leur abolition au nom de l'intérêt public constituant la loi suprême de toute démocratie. Vous prie de bien vouloir assister à cette réunion ou vous y faire représenter, avec ses sentiments dévoués pour la santé publique. Donc personne. Et pourtant, le ministre de l'Industrie, M. Dornano, auquel j'ai écrit et transmis cette lettre, m'a fait téléphoner pour me signaler qu'il y avait un papier qui manquait, etc. Alors qu'il voulait suivre cette affaire de très près, enfin, je ne sais pas. Il n'est pas là non plus. Enregistrant. Mesdames, Messieurs, alors qu'est-ce que la bioélectronique et d'où elle vient? Eh bien, la bioélectronique est née, je peux dire, du fait de la constatation que ce sont les eaux qui font la santé des populations. Lorsque j'ai débuté comme jeune ingénieur diplômé, m'occupant exclusivement de l'alimentation en eau de ville, j'ai dû rapidement constater que les maladies se transformaient en quelques années. Là où il existait avant des maladies microbiennes, c'est-à-dire tuberculose, maladie du système digestif, maladie du système respiratoire, elles disparaissaient. Elles disparaissaient, mais se trouvaient remplacées par les thromboses, les maladies nerveuses et le cancer. J'ai saisi alors les collègues de la profession, il y en avait à ce moment
à peu près 80 en France, et je leur ai soumis le problème, et eux-mêmes, dans leur sphère, dans leur département, après quelques mois d'observation, aboutissaient aux mêmes conclusions. C'est alors que, devant ces constatations, on a décidé de faire une association, qui a été l'Association française des ingénieurs conseils sanitaires, et on a fait l'association pour avoir plus de poids vis-à-vis des pouvoirs publics, de nos gouvernants, et de leur signaler un problème qu'ils ignoraient totalement, et que les médecins ignoraient totalement. Les médecins sont auprès de leurs malades, mais ils ne s'occupent pas de l'alimentation en eau, et ils ne voient pas les relations entre l'alimentation en eau et la maladie. Donc nous avions un rôle à remplir. Nous avons saisi les pouvoirs publics, nous avons dénoncé des choses stupides qui étaient faites, mais nous n'avons pas été entendus, à telle enseigne que finalement, ayant été nommé président de l'Association française des ingénieurs conseils par tous mes collègues, j'ai été un beau jour dénommé pour me présenter à la députation. Et contre le ministre de l'Intérieur d'alors. Il s'agissait d'une affaire d'eau, et ce ministre s'appelait Marchand d'eau. C'était le maire de Reims, donc une grande ville, c'était le ministre de l'Intérieur, bien entendu, c'était le président du Conseil général, c'était le grand maître de la Loge de France, et c'était le président de l'Association des maires de France. Il avait tous les titres. Eh bien, nous avons fait une campagne à l'américaine, avec des renforts de gens balèzes, venus d'un peu tous les coins, nous avions des camions, et monsieur le ministre de l'Intérieur n'a pas pu tenir une réunion, parce que nous allions les lui perturber toutes. En quelques mois de campagne, il a dû reconnaître que sa position politique avait été passablement secouée. Et en effet, le résultat était tel qu'ensuite, il s'est évanoui et on n'en a plus entendu parler pratiquement au point de vue politique. Enfin, le but n'était pas ça. Le but était de dénoncer des abus, et après, le Parlement, qui était suivi sous le Front populaire, en a tenu un peu compte de nos abus, et nous avons eu quelques compensations, alors qu'avant, on envisageait purement et simplement de nous supprimer, parce que nous nous mêlions de choses qui ne nous regardaient pas. Donc nous avions gagné sur un point, mais il fallait arriver à définir le but de notre recherche. Le but de notre recherche était d'essayer de trouver quelles étaient les relations entre l'eau et la maladie. Pourquoi une eau d'un pays dans lequel il n'y a que des maladies microbiennes, il y a de la typhoïde, il y a de la tuberculose, il y a des maladies du système digestif, du jour au lendemain, c'est-à-dire, disons, en quelques mois ou 1 ou 2 ans, tout se transforme. Si cette eau, qui était impure, a été rendue pure par des stérilisations artificielles, c'est-à-dire avec adjonction de produits chimiques, soit du chlore, ce bon chlore que l'on voit partout, ou un produit un peu plus noble mais qui est aussi nocif, c'est l'ozone. Car l'oxygène est excessivement nocif, mais j'en reparlerai. Eh bien, nous avons trouvé finalement, j'ai trouvé cette relation, que dans ces eaux, il se produisait une modification d'abord du pH, ensuite une autre transformation qui a demandé des années et qui a été acquise uniquement après la guerre, puisque la guerre est intervenue entre-temps, c'est le RH2, et enfin la troisième, la résistivité. Je rappelle la signification de ces valeurs. Le pH mesure la concentration en protons. Le proton, je vous le rappelle, c'est le noyau de l'hydrogène, autour duquel court un électron, et cet ensemble proton-électron fait l'hydrogène. Mais le proton seul, c'est la masse, c'est, pour vous donner une image, mettons la Terre et la Lune. La Terre, c'est le proton,
et la Lune, c'est l'électron qui tourne dans le même sens d'ailleurs que la Terre et la Lune, car tout dans l'univers est symétrique et dans le même sens. De même pour les galaxies, etc. Alors donc, la puissance en protons, la concentration qui est donnée par le pH, seulement elle est donnée sous forme logarithmique et c'est assez compliqué en ce sens qu'on n'apprécie pas assez la valeur de cette mesure. On a trop tendance à confondre les logarithmes avec les valeurs arithmétiques. Alors dès qu'il y a de logarithme, il y a une échelle très grande. Ensuite, le RH2 qui mesure la teneur en électrons. La teneur en électrons, qui est le complémentaire du proton, et AE2, il donne l'hydrogène, l'atome d'hydrogène. Et enfin, une troisième valeur qui est la résistivité, qui permet de mesurer la résistance au passage d'un courant électrique et qui se mesure en ohms. Donc ces trois valeurs, ce sont les trois valeurs de la bioélectronique, et c'est tout. Le pH, le RH2 et la résistivité. Je passerai sur les définitions théoriques, nous ne sommes pas ici à un cours d'université, nous sommes pour vous donner des notions d'ensemble et surtout vous faire comprendre un mécanisme général qui permet très rapidement de donner la vue d'un état de maladie ou de perturbation. Donc chaque fois que l'on fait une mesure, on mesure sur un produit quelconque pourvu qu'il soit en solution, on mesure le pH, le RH2 et la résistivité. Quels sont les tissus que l'on mesure? Je passerai sur l'historique. Au début on mesurait que le sang, puis après le sang et l'urine. Je passe à ce qui se fait actuellement, le passé, et ce qui est complètement au point à l'heure actuelle. On mesure trois tissus. Le sang, la salive, grâce aux efforts et aux études des professeurs italiens, et l'urine. Donc, trois tissus, trois mesures pour chacun, on est devant 9 mesures. Le médecin qui reçoit ces mesures, il dit qu'est-ce que ça veut dire et comment les interpréter. Et évidemment, c'est le problème. Eh bien, le problème, les Allemands aussi s'y sont attachés, car je dois dire que si nous avons obtenu les principes de la bioélectronique dès 1946, nous n'avons pu intéresser les Allemands qu'à partir de 1960. Et depuis cette époque, ils ont travaillé dans tous les domaines avant de faire quoi que ce soit, avant de donner un accord, jusqu'en 1973, donc ils ont travaillé pendant 13 ans. Et travaillé avec assiduité, avec méthode comme travaillent les Allemands, et avec sérieux, et par tous les moyens. Nous avons eu par exemple des réunions, je ne peux pas tout vous citer, toutes les réunions qu'on a vues, je crois une réunion à la faculté de médecine de Stuttgart, où il y avait 100 médecins, et 100 malades, chacun avec leur malade, et chacun avec leur remède homéopathique, parce que c'était des médecins homéopathes. Et alors on voulait savoir ce problème, quelle est l'action d'un remède homéopathique. C'est un gros problème. Eh bien, la bioélectronique a permis de le résoudre instantanément en procédant comme suit. De bonne heure le matin, on mesure le malade. À ce moment, on ne prenait que le sang et l'urine, mais enfin déjà on avait un enseignement. Donc on prend 6 facteurs. Puis, quelques instants après cette mesure, le malade est à jeun, on lui fait prendre un médicament homéopathique. Et on mesure de suite sur le malade, de suite 5 minutes après, qui est tout de même le temps d'une espèce de transfert par l'estomac, et on mesure pour voir s'il y a des modifications. Et en effet, il y a des modifications immédiates. On savait déjà, par d'autres méthodes, avec des produits traçants atomiques, qu'une eau absorbée, et le médicament homéopathique se prend avec de l'eau,
eh bien, est transporté à l'extrémité des organes, des membres, des doigts, des pieds, etc., en moins de 5 minutes. Parce qu'on retrouve les effets, c'est instantané. Ce qui fait qu'un poison absorbé est transporté instantanément dans toutes les extrémités du corps. Et ça, c'est quelque chose de considérable. Donc, on a mesuré, et on a vu qu'il y avait un déplacement énorme, suivant la valeur du remède qui à lui-même avait été mesuré avant. Et puis le soir, ça se passait le matin, entre 7h et 9h, et puis le soir, après un repas léger, à 7h du soir, on remesurait le malade, pour voir l'effet de persistance du médicament. Eh bien, le sang était revenu à son état primitif d'avant le médicament, sauf une toute petite déviation qui était l'effet du remède homéopathique. Et ensuite, non pas à aussi grande échelle avec 100 malades, mais avec beaucoup moins de malades, mais sur les mêmes malades, on a fait des essais en répétant chaque jour et on a vu qu'au fond, le remède homéopathique, au lieu de faire une grande impulsion qui après peut retomber, et puis souvent, comme l'avait expliqué une fois en Sorbonne le regretté professeur Kemeny, a pour effet de produire un effet contraire, eh bien lui, il produit des effets toujours dans le même sens et cumulatifs. Eh bien ça, c'est grâce à la bioélectronique. On a mesuré, on a vu, etc. Maintenant, donc, ceci étant, je passe sur toutes les autres expériences que, à l'heure actuelle, avec l'adjonction de la salive qui est venue des Italiens, parce qu'ils faisaient avant uniquement la salive et ils faisaient le pH, et dans les régions aussi bien à Rome qu'à Turin, à Milan, ils obtenaient certains résultats. Ils pouvaient faire une différenciation rien qu'avec la salive, entre un tuberculeux, un cancéreux, un ulcère, etc., enfin les grandes maladies, ou un arthritique profond. Enfin, c'était un petit peu aléatoire, mais il y avait quelque chose. En tout cas, nous avons adopté ce tissu finalement avec les Allemands et on s'en est très bien trouvé puisqu'on s'est aperçu en faisant des mesures complètes comme nous les faisions avec la bioélectronique, on avait des résultats tout à fait significatifs, c'est-à-dire qu'apparaissait la dégradation première de la salive dans toute maladie qui pouvait se manifester. Qu'arrive-t-il? C'est très bien important. La salive se trouve à côté du sang. Les figures qui sont représentées derrière moi, vous avez un point rouge, c'est le sang, et tout à fait à côté, au même niveau, vous avez un point bleu, c'est la salive. Ils sont à côté. Et au-dessus, vous avez l'urine. Ça, c'est le cas de parfaite santé, 20 ans, sportif, etc. Et ce modèle nous a été donné en France, et grâce à la compréhension de mon ami le médecin-colonel Lartigue, qui nous a permis de mesurer tous les athlètes de Joinville en même temps. Et tous ceux qui étaient à peu près du même âge, autour de 20 ans. Et nous avons eu le modèle, qui est celui-ci, rigoureux, tous étaient au même point. Tous. Donc c'est un modèle entièrement valable et qui se vérifie partout. Si jamais on vous fait des mesures et si vous avez ces valeurs-là, bien vous pourrez vous dire que vous avez 20 ans, même si vous en avez 40 ou 90. Mais enfin, c'est assez rare, j'aime autant vous le dire. On voit plutôt le contraire, surtout actuellement. Il restait une difficulté. Il restait une difficulté, après avoir constaté cette dégradation, c'était d'apprécier les conséquences de cette dégradation. Alors là, les Allemands ont demandé un travail énorme, qui m'a pris tout de même 3 années,
dans la masse de rapports, la masse de fiches que j'ai, j'en ai plus de 15 000, avec tous les cas, avec les détails de l'auscultation du médecin, son appréciation, etc., et tous les renseignements qui peuvent être utiles sur le malade, et les valeurs bioélectroniques, voir ce qui pourrait correspondre à la bonne santé de chaque âge. Parce que ce que vous avez d'inscrit, c'est la parfaite santé à 20 ans, mais ce n'est pas la parfaite santé normale. Normale à 30 ans ou à 40 ans, il y a une dégradation toujours. Et cette dégradation se fait dans le sens montant vers la droite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on perd des protons, puisqu'on s'éloigne des protons qui sont surtout vers la gauche. Mais là, il faudrait peut-être le montrer. Je peux me déplacer. Les états de maladie, actuellement, ce qu'on trouve, c'est toujours dans la zone 3. C'est l'effet de notre civilisation, c'est l'effet de notre alimentation, c'est l'effet de notre environnement, c'est l'effet des conditions d'électrolyse, c'est tout ce que vous voudrez. Nous sommes dans ce quartier. Qu'est-ce qui représente? Eh bien, ici, vous avez le pH. Vous avez le pH qui va de l'acide à l'alcalin. Ici, nous avons ce secteur, c'est la neutralité exacte entre l'acide et l'alcalin. Plus nous allons par là, plus nous sommes acides, et plus nous avons de protons. Ce qui compte, c'est le proton, qui est la constitution même de l'acide. Et dans ce sens-là, c'est là où nous avons les électrons. Le maximum d'électrons est par ici, et le minimum, ça nous montre. Donc nous voyons, dans notre civilisation actuelle, plus nous vieillissons et plus nous allons par ici, nous perdons la fois et des protons et des électrons. Or, toutes les études de recherche à la base révèlent que les molécules vitales, ADN, ARN, etc., que l'on peut essayer de créer artificiellement, et on y est arrivé, ne peuvent se faire qu'en milieu riche en protons et en électrons. Si la richesse, c'est-à-dire le pH, vient à diminuer, diminue le nombre de protons. Si le RH vient à diminuer, diminue le nombre d'électrons. Et cette diminution conjuguée des deux éléments vient conduire à la maladie, conduire des désastre. Vous direz comment prendre du proton. Dans votre assiette, vous n'avez pas besoin d'aller chez le pharmacien. Au point où nous en sommes actuellement en Allemagne, nous pouvons dire, et ça ne va pas faire plaisir, bien sûr, à certains, qu'on pourrait supprimer les 9/10 des remèdes, il faut en garder quelques-uns essentiels de base qui correspondent du proton ou à de l'électron, il n'y a pas de miracle. Toute la pharmacie est à base de protons et d'électrons. Seulement, il y a en même temps des ions indésirables. Pour avoir quelque chose de bon, il y a toujours un ion positif et un négatif. Ce qui est bon pour guérir, dans certains cas, c'est le positif, mais il faut avoir le négatif qui vient contrarier. Il y a quelque chose d'absurde. Comme je le disais au point de vue philosophique à Königstein, il faut revoir la philosophie de la pharmacie, qui est absurde. Le jour où nous voudrons faire de la véritable pharmacie, ben, elle sera électronique. Évidemment, on n'a pas les appareils électroniques partout, alors en voyage ou etc., il faudra des médicaments toujours, bien sûr, mais très peu. Le principal pourra être fait par l'électronique, par l'électromagnétisme, qui arrivera à doser d'une part le magnétique par les protons, puisqu'ils sont à action magnétique, et l'électrique par les électrons. Et non par l'électricité que nous avons ici, qui est de l'anti-électron.
qu'il y ait de l'électricité nuisible, qu'il y ait de l'électricité cancérigène. La seule électricité valable est l'électricité naturelle, c'est celle qui vient du sein de la Terre. Les électrons sont en Terre, ils ne sont pas ailleurs. Nous, on fait des yeux artificiels qui n'ont absolument aucune valeur. Ce ne sont pas des électrons. Ils peuvent avoir des charges positives ou électriques ou négatives, mais ce ne sont pas des électrons. La vie, je le répète, ne peut se construire qu'en milieu protons et électrons. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de l'oxygène. Si nous avons de l'oxygène, nous détruisons tout. D'ailleurs, les expériences sont là. Les expériences sont là. Je vais vous donner quelques chiffres. Si avec des doses appropriées de protons et d'électrons, on peut arriver à faire des ADN et des ARN en certaines quantités, et si l'on s'amuse à mettre un tout petit peu d'oxygène, c'est fini. La production n'est pas du centième. Et si on met beaucoup d'oxygène, il n'y a rien plus, tout est brûlé. Donc il est absurde, et ça il faudrait changer l'esprit public, les gens sont braves, mais ils ignorent tout, c'est-à-dire ils ignorent parce qu'on les a mal renseignés, ils ont été mal guidés. L'oxygène n'est pas un médicament, c'est un poison. C'est un dépolarisant d'un excès de protons et d'électrons, mais ce n'est pas un médicament. Quand j'ai trouvé ceci il y a bien longtemps, je me trouvais au Liban. Staline vient d'avoir une attaque. Et 2 jours après, on annonce, on vient de le mettre en chambre stérile, et l'oxygène, j'ai dit à ma femme, il est foutu, il en a pour 3 jours, pas goûté. Et depuis, tous ceux que je vois, chaque fois je dis, ils sont foutus. Et chaque fois, on recommence. Je l'ai dit des centaines de fois, ça fait 20 ans, même dans des réunions UP, de médecine, de haute médecine, cardiologie, etc. Ils croyaient, ils n'y ont jamais rien cru. Le jour où devant la Société de cardiologie de Paris et d'angéologie, en 59, j'ai indiqué que le cœur n'était pas une pompe, mais un condensateur électrique. Ah, je me suis presque fait foutre dehors. D'ailleurs, on a refusé le scandale alors que j'avais pris mes dispositions. Et je tiens à le dire bien haut, je le répète chaque fois. J'avais demandé à être libre, je pourrais dire ce que je veux. Oui, 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 on vient vous chercher. Je n'ai jamais demandé de faire une conférence. Ils sont venus me chercher. Je pourrais parler librement. Oui, 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 vous pourrez parler librement. Bon. Donc le cœur n'est pas une pompe, c'est un condensateur électrique qui envoie des décharges électriques dans tout l'organisme, et la circulation se fait par phénomène d'électro-osmose. Ah non, que cette histoire, etc., salut, etc. On m'a presque viré et on n'a rien publié. Mais les Américains qui ne sont pas idiots, ils sont très forts pour profiter des idées françaises. Parce que vous savez, en France, si nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées. Et alors ces Américains si dégourdis, si ça va, eh bien ont sorti 5 ans après l'histoire du passé maker, ce que j'avais proposé. C'était une invention américaine. Et quand ils ont été sur la Lune et qu'ils ont adopté la bioélectronique, eh ben, ils ont déformé le brevet que j'avais pris aux États-Unis. Ils l'ont modifié un petit peu. Et puis ils m'ont dit, vous n'êtes pas content, la NASA est venue nous faire un procès à Washington. Ben, il faut commencer à donner 5 ou 10 millions à des avocats, ben, vous voyez. Alors j'ai fait appel aux affaires étrangères, et les affaires étrangères ont dit, on ne peut pas se mêler de cette question, débrouillez-vous. Et alors les petits Français doivent se débrouiller tout seuls, et ils manquent des idées, on leur vole leurs idées, alors il ne leur reste rien de plus, voilà. Et combien de choses je pourrais dire dans ce sens-là, mais enfin passons. Donc les Allemands, étant donné tout ceci, étant donné les résultats acquis, ont dit il faut absolument
que vous trouviez quelque chose pour qu'on puisse interpréter les mesures immédiatement. Il faut prévoir un système, débrouiller, il faut trouver une formule. Alors le jour où vous nous donnez la formule, nous on la met sur ordinateur, c'est pas difficile, faites-la de 50 pages si vous voulez, ça n'a aucune importance, nous la programmerons et ça marchera et on vous donnera le résultat instantanément. Ben, j'ai travaillé 3 ans, j'ai fait des séries de courbes, des familles de courbes, puis j'ai pris la moyenne, etc. Et un beau jour, je me suis aperçu que j'étais tombé sur une courbe exponentielle qui représentait au fond la dégradation de la santé au cours des âges. C'est une moyenne. Alors déjà, vous avez dit, mon cher professeur, vous avez dit que, et vous connaissez des auteurs qui l'ont dit depuis longtemps, que la vie devait se révéler suivant des courbes exponentielles. Eh bien, j'ai eu la joie de trouver une de ces courbes. Je ne dis pas que j'ai trouvé la courbe moyenne résultant de la somme de mes mesures interprétées, etc. C'était pas du mathématique pur, c'était de l'expérimental à la façon de Claude Bernard. N'oublions pas que nous sommes dans le domaine expérimental. Nous sommes dans un domaine où il faut que les recherches se plient à la vie. La vie n'a pas à se plier à une formule, c'est la formule qui doit se plier à la vie, qui doit coller avec elle, qui doit la suivre, sinon elle n'a aucun sens. Et alors une fois cette formule trouvée, tout a été réglé et les Allemands ont décidé de faire la Société internationale, le bioélectronique Vincent, qui a son centre en Allemagne. Il sera transféré, je crois, assez prochainement dans une ville qui a des archives mondiales, toutes celles de la Croix-Rouge, à Arolsen, et où on pourra, puisqu'on a la correspondance avec le monde entier, on pourra faire connaître par des publications les résultats acquis au fur et à mesure par la bioélectronique. Et alors, des appareils sont construits en Allemagne avec tous les calculateurs incorporés, si bien que le médecin allemand prend ses mesures, puis appuie sur... Ces mesures sont inscrites automatiquement au fur et à mesure. Et ensuite, il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et en 10 secondes, on a le résultat. On a le résultat, on a l'âge exactement biologique du patient, ou appelons-le bioélectronique, qui correspond à l'interprétation des mesures relevées sur lui, qui peuvent être différentes en plus ou en moins de son âge légal. Et alors là, il peut voir s'il est en avance ou s'il est en retard, s'il est en vieillissement ou s'il est en rajeunissement. Et en même temps, on peut voir quelle est l'appréciation sur chacun des 3 systèmes. Système circulatoire, qu'est-ce qui pêche? Y a-t-il risque de thrombose? Non, ou oui. Aucun risque ou un petit risque, etc. Il y a toutes les gradations, on le voit immédiatement. Est-ce qu'il y a un risque de cancer? Oui, non, non, etc. Au point de vue digestif, qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours la salive. Or, quel est le rôle de cette salive? Il ne faut pas l'oublier. La salive est dispensatrice d'enzymes. Et que sont les enzymes? Les enzymes sont des porteurs d'acides et de réducteurs. Et ce sont des porteurs de protons et d'électrons. C'est tout. Mais c'est tout, il faut le faire. Et dès qu'il n'existe plus, bien la digestion ne va pas se faire. C'est impossible. L'assimilation encore moins. L'assimilation faisant mal, le sang ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir par tous les intermédiaires, et lui-même se dégrade. Il se dégrade et il se charge de déchets qu'il ne devrait pas avoir. Se chargeant, étant chargé, lorsque ce sang est filtré sur les reins, dans les reins, par les néphrons, il se fatigue.
Il se fatigue et à la fin, il produit un phénomène d'inversion. C'est que l'urine, au lieu d'éliminer les déchets, les vrais déchets, les élimine plus. Elle élimine que le bon, et c'est le début du cancer. Et alors là, ça précipite. Et ça précipite avec une vitesse fantastique. Dès que l'urine élimine les protons et les électrons, ben, il n'y a pas grand espoir. Tout est à redresser. Et pourquoi tout est à redresser? Parce qu'en France, je parle en France, nous sommes absolument empoisonnés. Nous sommes empoisonnés par les eaux minérales. Ça fait 20 ans que je tonne, que je hurle, que je dénonce les eaux minérales qui sont des poisons. Ces eaux sont nuisibles. Elles bloquent les reins. Au lieu de les soigner. Elles entartrent l'organisme. Et qu'est-ce qui devient cet organisme? Il n'en sort plus. Il est dans les douleurs, il est dans l'arthritisme. J'ai fait une chute il y a un mois. Moi qui n'ai jamais été malade. Ça arrive, j'ai fait une chute sur des feuilles, je me suis arraché le bras. Mon humérus est sorti de l'omoplate, 6 cm. Des douleurs affreuses. Pendant 2 jours. Et ça m'est arrivé 2 fois. C'était rangé une fois, puis c'est redéfait 2 jours après. Alors finalement, à Paris, à l'hôpital américain, on me l'a bien remis en place, et le chirurgien dit, mais au rayon X, aux radios, vous avez des contours d'une maîtrise, vous n'avez pas de dépôt, vous n'avez pas d'arthritis. Ah, je dis non, pas d'arthritis. Comment ça se fait? C'est l'eau. Comment l'eau? Ben oui, l'eau. Moi, je ne bois pas du Vitesse, du Contrexovir, je bois de l'eau très pure. Et depuis longtemps. Et c'est ça ma santé. Et cette eau ne me quitte pas. Je ne fais pas de publicité. Une eau très pure. Bien, va vite si vous voulez le savoir. Mais il y en a d'autres. Moi, ce que je demande, c'est la nationalisation des eaux à l'État. C'est pas la nationalisation des pharmacies. Oh, on ne va pas nationaliser ce qui vaut rien. Les eaux et les eaux pures. Massif central et Bretagne. C'est là où on fait les organismes robustes pour plusieurs raisons. Parce que non seulement il y a la silice, il y a l'eau, mais il y a la pureté, c'est-à-dire il n'y a pas de sel non assimilable, il n'y a pas des calcium, il n'y a pas des sulfates, il n'y a pas des carbonates. C'est ça qui font les calculs. Or, quand je débutais mes recherches, et je suivais des cours au Collège de France d'un grand homme que j'aime beaucoup et que M. Roujon a cité dans sa splendide brochure qui est en train de faire le tour du monde actuellement, puisqu'elle va être traduite elle a été déjà traduite en allemand, elle va être traduite en anglais et en espagnol par les Allemands. Oui. Le riche. Eh bien, le riche qui était le grand maître de la douleur, le grand chirurgien, celui qui parlait de la nécessité de la science pour le médecin, pour le chirurgien, qui doit comprendre ce qu'il fait. Et qui doit surtout comprendre son malade. Veiller à tout ce corps anxieux et un peu perdu avant qu'il soit opéré. Il faut qu'il ait la douce chaleur, la confiance du médecin, et il disait cette parole que j'aime répéter. Il faut la main douce et chaude du médecin sur le malade. Et il signalait, lui qui s'occupait surtout des questions de
douleurs et de thrombose, d'artérite. Songez, songez toujours. C'est le calcium le plus grand ennemi de la santé. Toutes les eaux qui ont du calcium sont des eaux néfastes interdites. Elles sont d'ailleurs interdites par l'Organisation mondiale de la santé, qui tolère un maximum de 15 degrés d'hydropimétrie. Oh, mesdames, messieurs, quand je sors, chaque fois, j'ai envie d'aller faire un drame au restaurant, je suis avec ma femme, et nous voyons autour que des bouteilles de Contrexeville, de Vittel, et des gens qui ont des gueules de travers, on sent qu'ils vont avoir le cancer, etc. Ça me rend malade. Alors qu'il est très simple de leur dire la vérité. Mais ils ne savent pas. Et la publicité est tellement mensongère, tellement massive, tellement nombreuse, répétée sur les antennes. Un foie, deux reins, trois raisons de ne jamais boire ces eaux-là. Jamais. Parce que tous ces déchets, vous les trouvez. Et vous les trouvez très rapidement. Vous les trouvez notamment dans les bassinets, dans les reins où ils font les calculs. Vous les trouvez dans le foie où il faut opérer et ils font des calculs. Et puis vous les trouvez dans toutes les articulations. Alors vous avez des gens avec des artérites, des machins, etc. Et au contraire, vous voyez tous ceux qui boivent de l'eau pure, ben, l'artérite et les douleurs, ils ont beau avoir 71 ans comme moi, ben, ils sentent rien du tout. Parce que il faut être intelligent, il faut penser, il faut bien... Quand on a été ingénieur, qu'on a vu que les eaux calcaires arrivaient à vous boucher des tuyaux en quelques années, il faut être idiot, chrétien et stupide d'aller boire des eaux qui sont chargées de calcium pour mettre dans l'organisme. C'est de la folie. Les jeunes libérales qui sont revenus ne sont pas en accord avec les normes. Non. L'État a une responsabilité. Je me demande ce qu'ils foutent à la santé publique. Où ils sont humbles et qu'ils foutent le camp, où ils sont vendus en prison. Ah. Madame Veil est bien gentille, elle a un auditeur ici. Elle a un auditeur, je ne le montrerai pas. Mais qu'elle sache bien qu'elle n'y connaît rien. Je lui dis, c'est un ancien magistrat, elle est peut-être un magistrat, je suis certain, même très respectable, mais elle ne connaît rien à la santé publique. Alors elle se laisse guider par des entourages qui lui racontent des histoires. Ben oui. Moi je lui dis que si elle veut accepter mes conseils, et puis j'en connais une autre qui est prête à lui en donner, et qui s'appelle Jeanne Rousseau, docteur en pharmacie, celle que j'appelle la sainte de la pharmacie. Parce que Jeanne Rousseau, qui avait une très belle pharmacie à Nantes, tellement dégoûtée par les médicaments, tellement dégoûtée de voir ce que l'on faisait prendre à des gens, comment les ordonnances se ressemblaient, etc. Je ne veux pas donner de détails. Elle a préféré tout vendre, tout bazarder, et se retirer au bord de la mer dans un petit coin tranquille. D'ailleurs, elle n'a pas été tranquille, parce qu'elle était tellement bien que c'est la population qui est venue la chercher. Alors on a bien des chances avant peu de la voir au Parlement, parce qu'il est maintenant maire d'office, elle va être conseiller général, elle est présidente de toutes les associations. Évidemment, une femme comme ça, qui a les qualités qu'elle a, et c'est très rare, et elle sait ce qu'elle veut, eh bien, il est certain que des gens avec cette expérience sont absolument utiles au pays. Et alors, il faudrait que tout de même, nos gouvernants, ils sont bien gentils, mais qu'ils s'informent. Avant de passer à la présidence, M. Giscard d'Estaing, puisque nous sommes un peu voisins, pendant sa campagne électorale, m'a fait demander 2 dossiers. Il m'a dit, il faudrait que vous donniez au président les dossiers des anciens projets que vous avez faits au sujet de l'énergie. Si on pouvait les réaliser et économiser du pétrole, bien volontiers. Et d'autre part, vos projets sur la santé, la bioélectronique, etc., bien volontiers. Je lui ai remis tout ça, à condition qu'il me rende les dossiers. Mais il me les a rendus, soyez tranquille. Il me les a rendus 2 jours avant d'être élu président avec une belle lettre, en me remerciant beaucoup, cher monsieur, etc., pour éclater. Et ensuite, je lui ai écrit pour lui signaler divers points, mais il n'a pas eu encore le temps de me répondre, ça va faire 2 ans. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Qu'est-ce qu'il arrive?
On vient me demander des dossiers, et quand on a tous les pouvoirs, on fait rien. Ça dérange des intérêts. Pas de commentaires. Je ne veux pas faire, j'expose, je ne veux pas faire de commentaires, j'expose des faits. Au moment où l'on dit qu'il faut à la France une énergie nationale, c'est-à-dire d'origine purement nationale, sinon notre avenir sera très sombre, et je pense aux jeunes, dans un pays où il n'y a pas d'énergie, il faut changer totalement de politique. Lénine l'avait compris. Lénine qui était un grand bandit, mais un grand esprit. Les soviets, c'est l'électricité, d'abord. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à doter son pays de ressources énergétiques. Et il y est arrivé, parce que c'est absolument monstre les réalisations qu'ils ont faites. Soit en Sibérie, des ouvrages fabuleux, soit même en Russie. Et je sais que je leur avais envoyé une documentation sur mes projets qu'ils m'avaient demandé, et en retour, ils m'ont envoyé des documentations sur leurs projets. Comme ils m'ont demandé sur la bioélectronique, l'Académie des sciences de Moscou, et qui m'a remercié en disant que ces dossiers étaient communiqués aux étudiants et commentés par des professeurs, comme en Pologne. Mais, c'est eux qui se débrouillent, qui font les appareils, et tant mieux, j'en suis pas fâché, parce que il est très difficile de travailler pour diverses raisons avec ces pays. Le principal est qu'ils appliquent la méthode et qu'ils reconnaissent son intérêt. Et alors cet intérêt, il peut se manifester partout. Et c'est là le caractère universel de la bioélectronique. Ce n'est pas seulement une question de médecine, c'est une question de tout ce qui vit. Donc, non seulement la médecine, mais les médicaments, mais la botanique, la biologie, la culture biologique. Et ça, les premiers fondements que nous avons effectués avec Jean Rousseau, où nous avons indiqué l'existence de ces potentiels, mais qui devraient être poursuivis, l'existence de ces énergies plus ou moins variables, de leur distribution, etc. Mais en réalité, c'est un institut qu'il faut. Mais je ne sais pas, finalement, je crois que c'est les Allemands qui vont le faire. Les Allemands, ils ont l'Institut Planck, qui est un institut universel, ça correspond à la recherche au CNRS en France, mais il est appliqué à toutes les branches de recherche de l'esprit humain, absolument. Ils ont, je ne sais pas combien de centres, ils ont un budget énorme, puisqu'ils ont un budget de 265 millions de dollars par an. Alors faites le calcul, multiplié par 5, ça vous fait 1000 milliards d'anciens francs, ça fait 10 milliards de nouveaux francs, ce qui est énorme. Ça représente le 30e du budget de la France. Alors avec ça, évidemment, on peut faire des choses. Et ils ont fait des choses. J'ai fait il y a un mois, à la demande des médecins bretons de la région de Rennes, une conférence pour eux à l'école supérieure de la santé publique. Et en même temps assister les élèves de dernière année qui sortent de l'école supérieure de la santé publique et qui vont être diplômés dès qu'ils auront fait leur thèse. Ils ont été absolument abasourdis d'apprendre les possibilités de la bioélectronique dont, bien entendu, personne ne leur avait parlé. Ils disent, mais ça bouleverse tout, on nous a appris des tas de choses qui se révèlent inutiles, nous avons perdu notre temps, nous pouvons faire quelque chose de scientifique, mais de bon sens, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire 20 demandes de thèse? Je dis, mes chers amis, je vous aime beaucoup, mais je ne peux pas, j'ai 71 ans, je ne peux pas m'occuper d'un tel travail, vous avez des professeurs, voyez avec eux, qui se renseignent, je veux bien vous donner quelques enseignements, mais c'est pas à moi de m'occuper de faire des thèses. Il y a eu déjà des thèses de fait sur la bioélectronique, et ça n'a pas pu avancer, elles sont restées dans les cartons, on n'a rien fait. Je peux même dire, et je veux rendre hommage, je peux même dire qu'il n'y aurait pas eu les Allemands, ben on n'aurait rien fait, on serait absolument au même point, tandis que maintenant, tout avance, et dans tous les sens on voit les progrès. Et on va s'attaquer à cette question microbienne. Je me suis aperçu, en faisant les mesures à Beyrouth, et c'est vieux, en 52-53,
soit à la faculté française de médecine, sur les cultures que eux faisaient, les microbiologistes, c'est pas moi qui vais faire. Ils vous disent voilà des cultures de tels microbes, du pneumocoque, du pseudotype tuberculeux, du streptocoque, etc. Je veux les mesurer. Et je me suis aperçu que chacun avait un terrain bioélectronique différent. Ceux qui ont pris les petites fiches, je ne sais pas s'il en reste, j'en ai fait, on a dû vous en passer, c'est sur ce tableau-là, mais il n'est pas en couleur, vous l'avez en noir, vous avez les divers microbes, ça vous permet de situer pour chaque microbe quel est l'espace bioélectronique exact. Et alors on voit le processus, on voit qu'il y a une division dans la vie. Il y a d'abord les algues brunes qui se trouvent dans cette région. Ce sont tous les microbes pathogènes. Il y a ensuite les algues vertes, qui sont les bons microbes, ceux qui fabriquent des vitamines et qui se trouvent dans la zone acide. Et enfin, tout à fait en haut, la zone des champignons, c'est-à-dire du bacille de Koch, puisque le bacille de Koch est un champignon. Et entre les deux se trouvent les maladies de peau terribles qu'on n'arrive pas à guérir, et la lèpre, parce que ce sont des lichens. Or les lichens, vous n'êtes pas botaniste, mais enfin les botanistes le savent, c'est la symbiose, c'est-à-dire c'est le mariage d'une algue avec un champignon. Et alors on réalise ainsi des espèces de structures parasitaires qui sont absolument, je dirais, indestructibles. D'où, par suite, le caractère féroce de la lèpre et des formants et de toutes les maladies qu'il peut y avoir dans cette région. Alors, si vous n'avez pas le graphique de ceci, je vous conseille de le prendre. Et alors, on va faire les expériences parce que nous, on n'a pas les moyens. C'est l'Institut Planck ils m'ont dit, ça vaut un prix Nobel. Mais pour eux. Mais ce sera marqué. Alors on verra un prix Nobel pour une invention Vincent faite par les Allemands, puisque la France n'a pas les moyens de le faire. Voilà, c'est tout. Alors, je voudrais bien que vous ayez ce petit tableau résumé pour voir que tout est solidaire. Et il n'y a pas 50 microbes, il n'y en a qu'un type, ce sont des algues. Ce sont des algues qui se déforment et qui se déplacent suivant la variation du terrain. Ça change totalement la conception médicale, totalement. À telle enseigne que, au congrès de Königstein, il y avait un professeur allemand, une dame, je ne me rappelle plus son nom, Prix Nobel, spécialiste des algues dans le monde entier. Et alors, j'ai pu avoir 1 heure avec elle et je lui ai exposé. Elle m'a dit, c'est formidable, c'est génial, c'est bon, enfin, peu importe. Le résultat est là, j'ai l'approbation de la plus grande autorité. Et elle m'a invité, et j'espère que d'ici peu avec ma femme, on ira lui rendre une visite. Elle se trouve à côté, entre Düsseldorf et Krefeld, dans un bel institut, un de ceux de l'Institut Planck, et où nous mettrons la question au point. Voilà. Donc songez, quand on vient vous raconter que vous allez prendre un microbe ou un autre, c'est faux. Et alors on arrive à ces questions des vaccins, qui doivent être interdits de suite. Que Madame Veil ne veuille pas, que Monsieur Poniatowski ne veuille pas en disant parce que si on n'est pas vacciné, on contamine. Mais pas du tout. C'est celui qui est vacciné qui contamine. Et c'est encore une découverte allemande, alors ils nous font rire. Nous ne sommes pas décidés à accepter de tels arguments. Nous ne nous battons pas pour un profit, pour une association ou pour une ligue. Je suis en dehors de tout. Je me bats, moi, pour la science. Et je me bats pour l'intérêt public. Je ne veux pas me faire plus grand que je suis, plus noble que je suis, mais c'est tellement beau, c'est tellement encourageant de sentir que l'on fait quelque chose qui peut être utile à tous ceux qui souffrent. Je me rappelle une parole de Malraux
que le professeur Delpech a bien connu puisqu'ils étaient intimes, et je crois qu'il était garçon d'honneur à votre mariage. Ils ont vécu ensemble longtemps. Que j'ai lu dans ses livres, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Je crois que Malraux avait surtout peur de la souffrance. Il avait plus peur, davantage peur de la souffrance que de la mort. Il l'a dit souvent. Et il a dit. Ben, je suis tout à fait d'accord. C'est l'impression que j'ai recueillie de la lecture de ses ouvrages, notamment de son Lazare. Son Lazare, où il a été empoisonné, paralysé par le vaccin contre la grippe qu'il avait pris en 72. Lui, il s'en est pas rendu compte. Il s'est figuré que ça venait du ciel, pas du tout. Il s'est empoisonné, littéralement, par le vaccin. Et cette fois-ci, il a recommencé. Alors là, c'était plus grave. Il a pris le vaccin, le lendemain, il avait de la fièvre, puis il avait une pneumonie. Et pourquoi? Parce que le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin qui vous ramène à la pneumonie. Et je le démontrerai par lecture bioélectronique. Et qu'est-ce que la grippe, finalement? Ben, la grippe, c'est une peste. Or, je puis assurer, d'après les renseignements que j'ai eus, et étant donné les pestes que j'ai vues en Moyen-Orient, les cadavres de pesteux, qu'André Malraux est mort de la peste du fait de la vaccination contre la grippe. Voilà, messieurs, dames. Et le témoignage, il a été donné par une émission à la télévision, en disant il a fallu l'enterrer d'urgence, on l'a enterré dès le lendemain. Le corps des pesteux se réduit, il se déshydrate immédiatement, il se recoquille, il se noircit, il devient une petite boule noire. C'est la peste. C'est la peste. Eh bien, Malraux, que ça plaise à Madame Veil, à M. Poniatowski, à qui vous voudrez, il est bien mort de la peste. Et il est mort parce qu'il s'est fait vacciner chaque fois au mois d'octobre par le vaccin de la grippe. Il a été victime de sa croyance en les vaccins. Mais ce n'est pas le seul. Le président Pompidou est mort empoisonné par les vaccins. Et je prends la responsabilité de ce que je dis. Avant chaque tournée à l'étranger, les chefs d'État se soumettent à la règle des lois scélérates, comme les autres. Les services de santé, ils ont parce qu'ils y croient, eux, les vaccins. Ils y croient. Il faut le vacciner par devant, par derrière, en dessous et partout. L'affiche partout. Qu'est-ce qu'on leur donne comme vaccin? Eh bien, on leur donne la variole, la typhoïde, le choléra, la fièvre jaune, le tétanos, la polio. Il faut être solide pour résister à tout ça. Eh bien, les fabricants de vaccins, il n'y a qu'un vaccin qu'ils n'ont pas trouvé. Et il faudrait qu'ils le trouvent d'urgence. C'est celui contre la sottise. Alors là, il faut une sacrée invention. Et alors, ce brave monsieur Pompidou, qui était un pur auvergnat de Montboudif, et tout voisin du pays natal de ma chère épouse, et puisqu'un de ses parents était voisin de la maison de ma femme, donc tout ça était dans le pays, tout près, ce cher monsieur Pompidou a été empoisonné. J'ai écrit de suite, je lui ai dit, Monsieur le Président, attention à ce que vous avez pris. Méfiez-vous, dès que les journaux ont dit il va faire une tournée, tout, attention, c'est très grave ce que vous avez fait, tous les vaccins que vous avez reçus. Méfiez-vous, il faut vous désempoisonner. On vous a mis dans cette zone-là, la zone du cancer, la zone de la dégénérescence. Attention. Il faudrait que vous preniez beaucoup de protons et beaucoup d'électrons. Il a dit, il est fou. Il est fou.
Quoi qu'il m'écrivait, hein. Il a répondu à d'autres lettres que je lui avais envoyées, notamment en lui envoyant des livres. Enfin, il n'a pas pris au sérieux. Il a tellement peu pris au sérieux, c'est qu'il n'en a pas parlé dans la lettre de réponse qu'il m'a faite pour un livre que je lui avais adressé, et dont il m'a remercié. On lui a dit, les services de santé, oh non, mais Vincent, il est fou, il ne faut pas faire attention, vous comprenez. Il n'a pas pris au sérieux, et il a fait sa tournée. Mais, il était très fatigué. Et j'ai su, par un journaliste, qu'il avait accompagné dans sa tournée en Mauritanie, le premier voyage qu'il a fait, à Nouakchott. Ils avaient été visiter une jetée, je ne sais pas quoi, il y avait à peu près 1500 mètres à faire. C'était au mois de février. Et ils n'en pouvaient plus. Ils ne pouvaient pas se traîner. Et il disait, je ne sais pas ce que j'ai, je suis malade, je suis fatigué. Et puis, j'ai l'impression d'avoir des trous dans les pieds. Les trous dans les pieds, j'en ai parlé avec plusieurs médecins, c'est le signe formel de la maladie de Calère, c'est-à-dire l'atteinte de la moelle des os. Et dès que la moelle des os est atteinte, c'est fini. C'est une question de quelques années, mais c'est fini. Eh bien, dès ce moment-là, le président Pompidou était condamné. Et en effet, il a été voir au Sénégal son ami Senghor. Il devait aller à Abidjan, il a renoncé, et au Tchad, il est rentré à Paris. Il ne tenait plus debout. Et alors, pendant 3-4 ans, il avait des faiblesses nombreuses. Alors on parlait de grippe, etc., etc. Non, c'était pas la grippe. C'était pas la grippe. C'était l'empoisonnement par les vaccins. Et finalement, je ne donnerai pas de détails que je connais, mais il est mort, il a eu un courage absolument exceptionnel. Il faut rendre hommage à la mémoire, à la force de cet homme-là qui a voulu faire son devoir jusqu'à la dernière seconde. Eh bien, tout ça, l'effet des vaccins. Et tous les inadaptés que nous fabriquons. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, nous avons plus d'1,3 million enfants inadaptés? Moi, je dis que 99% viennent des vaccins. J'ai eu l'occasion de faire des mesures pour le compte du CNRS dans plusieurs de ces établissements. Et chaque fois, nous avons trouvé dans la zone de dégénérescence totale, je parle pour les déficients mentaux, dans la zone du crétinisme, qui est très alcalin et un petit peu réducteur, que j'avais déjà repéré lors de mes mesures au Liban. Eh bien, que fait-on? Rien. Un enfant né sur cet être fragile, on se précipite. On fait 3 vaccins. Typhoïde, la variole, la diphtérie, la polio, l'enfant de la fièvre. Et pourquoi il a de la fièvre? Parce que le potentiel monte, il a grimpé, il est dans la zone cancérigène. Quand il y a la fièvre, c'est qu'il y a un excès d'énergie, c'est que le potentiel monte, le pH est passé à droite, le RH est monté, etc. C'est pas une opération du Saint-Esprit, la fièvre c'est très grave. Ça prouve qu'il y a quelque chose de profond. Cet enfant est bien né et tout. Et puis à 3 ans, on dit c'est un inadapté, on s'aperçoit qu'il fait plus ci, qu'il fait plus ça, qu'il fait... Une mère m'écrit encore ces jours-ci. Hein? J'ai appris les belles recherches, les beaux résultats obtenus en Allemagne sur des enfants épileptiques, et c'est vrai, ils les guérissent bien. Alors, moi j'ai un enfant qui est débile mental, il faudrait que vous fassiez quelque chose, etc. L'Allemagne m'a dit qu'il ne pouvait pas s'en occuper, que j'étais là, je m'en occupe, moi je ne peux pas m'en occuper non plus. Alors ces gens, ils se figurent qu'on va faire quelque chose, qu'on va faire un miracle chaque fois, c'est absolument impossible, il faut avoir les données, c'est impossible, n'est-ce pas? Et surtout, ils ne se rendent pas compte d'où vient l'origine de tout ce mal. Certains sont persuadés que c'est héréditaire. L'hérédité n'a rien à voir, je vous le jure. J'ai vu des familles au Liban où j'ai été faire des enquêtes à la demande du service de santé. Ils ont dit allez faire des mesures si vous pouviez éclairer une famille où il y avait
trois crétins qui avaient 30 ans, qui avaient à peu près 50 cm de hauteur, des petits nains, ils se tenaient comme des bêtes, ils se cachaient, dès qu'ils m'ont vu, ils sont mis sous la table comme des petits singes, au énième degré. Et on avait dit, c'est héréditaire parce qu'il y a eu quelque chose, etc. Et puis, c'était pas du tout héréditaire, puisqu'ensuite nous nous sommes trouvés, j'étais avec mon fils aîné pour faire les mesures, en présence de deux jeunes filles absolument magnifiques, et quand nous leur avons demandé si elles étaient de la famille, on dit bien sûr, c'est nos frères. Alors l'hérédité, faut pas nous raconter des histoires, mais alors en cherchant, parce qu'il faut fouiller le passé, essayer de comprendre, chercher la cause, eh bien qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que c'était toute une série de vaccins qui ont été faits alors qu'ils étaient tout petits, et parce qu'ils étaient venus presque normaux, et puis ça s'est transformé en très bas âge, n'est-ce pas? Puis ils sont restés là, ils ont été totalement atrophiés, c'est tout. Allez reconnaître quand un enfant naît s'il est normal ou pas normal, du point de vue du cerveau. Parce que beaucoup de ces débiles mentaux, et presque tous, il y en a qui sont magnifiques, ce sont des enfants superbes, beaux je dirais, mais l'esprit, parti. Plus de psychique, monsieur le professeur. Parti. Anéanti. C'est pas des monstres, mais non. Ils sont aussi beaux que les plus beaux enfants qu'il peut y avoir ici. Mais l'esprit est parti. L'esprit a été brûlé par les vaccins. Et ceux qui donnent les vaccins sont des criminels. Je le répète, je le dirai au gouvernement, je dis que ce sont des criminels. Et vous, gouvernement, vous avez le devoir de mettre de l'ordre. Écoutez, que l'on fasse une conférence publique, plus grand machin de Paris, Pleyel, où vous voudrez, au cirque d'hiver, 20 000 personnes, j'ai peur de rien. Et avec tous ces lascars qui viennent nous soutenir que les vaccinations sont bonnes. Et on verra de quel côté sera la masse. Et je me porte en holocauste, et je me porte en garantie, car j'ai l'expérience. J'étais au Liban, dans des régions sinistrées, pleines d'épidémies. Il y avait de tout. On m'a dit, il y a la peste, il y a la gale, il y a la variole, il y a tout. Jamais rien eu. Les théories de Pasteur sont fausses, parce qu'elles viennent de l'eau. Pasteur est un imposteur. Et j'étais obligé de le dire aux Allemands. Et ils en étaient d'accord déjà. Mais ils n'osaient pas le dire. Et c'est à un Français de le dire. Il a fait de fausses expériences. J'ai des papiers que j'ai préparés. Vous les commenterez, on les verra une autre fois. Vous y réfléchirez, vous ferez de la propagande. Prenez des polycopies, débrouillez-vous, faites-les connaître. Mais il faut faire connaître cette imposture, le secret de Pasteur, des vaccins. Qu'est-ce qu'il a dit, sa théorie? C'est fiché de nous. Il nous a dit on prend des microbes, on prend des semences de microbes, on les atténue à la chaleur et à l'air. Et au bout d'un certain temps, on a créé de nouveaux microbes qui vont combattre la maladie. Comme si une pourriture peut arriver à guérir d'une autre pourriture. C'est impensable. Toutes les bases du pasteurisme s'effondrent. Le Riche l'avait remarqué. René le Riche dont je vous ai parlé. René le Riche disait « Nous ne sommes plus au temps heureux du pasteurisme où tout semblait clair. Maintenant tout est sinistrement compliqué. Une maladie en appelle une autre, etc. etc. » Mais évidemment, parce qu'on a déplacé le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait avec les vaccinations? On a tout porté dans ce casier-là, ce casier de deuil, ce casier noir en haut. Tous ces microbes qui étaient là, on en a fait des virus. Eh bien, on a fabriqué des cancers, on a fabriqué des fous, on a fabriqué des nerveux, on a fabriqué des thromboses, et c'est tout. Je ne prendrai pas tous les jours, vous les voyez. Crise cardiaque. Eh oui. Crise cardiaque. Parce qu'il arrive un moment où l'énergie est telle
que l'organisme ne peut pas résister. Monsieur Roujon a présenté à Koenigstein les calculs d'énergie qu'il avait faits au sujet des cancers. Ils sont bien définis par des courbes. Ce sont des hyperboles. Tout ça se tient, tout ça est logique, c'est pas l'anarchie n'importe comment. Il y a une logique. Par contre, Pasteur, il ne faut pas simplement l'accabler, il faut reconnaître le mérite qu'il a eu, en partie. Le jour où il a dit « Nous buvons 90% de nos maladies », il avait raison. Et c'est vrai, c'est parce que nous buvons et mangeons que viennent toutes nos maladies, 90%. À son lit de mort, mais c'était trop tard. Après avoir fait la bagarre toute la vie avec Claude Bernard au sujet de la question du terrain, il a reconnu que Bernard avait raison. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Mais il aurait eu droit à une plus grande gloire, et définitive, s'il s'était approfondi au lieu d'aller bricoler avec les microbes et bricoler stupidement, les fameuses règles qu'il avait trouvées, les fameuses lois sur la dissymétrie moléculaire et pouvoir rotatoire qui permettent de différencier un produit qui a reçu la vie, qui est passé par le stade de la vie, d'un produit qui n'y est pas passé. Parce que toute la différence est là. Il n'a pas expliqué pourquoi, mais maintenant nous pouvons l'expliquer par la physique moderne. Nous savons que cette différence de pouvoir rotatoire correspond à un champ magnétique. Et comme par hasard, c'est le champ magnétique de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a un champ magnétique sur l'individu. Même quelques secondes avant la mort. Dès que c'est la vraie mort, le champ magnétique disparaît. Et en même temps, tout ce qui contribue à la psyché, c'est-à-dire à l'intellect, au sensitif et au végétatif. Tout disparaît, c'est fini. Donc le magnétisme a une très grosse importance. Et les vieilles civilisations le savaient, comme l'Égypte, et Dieu sait si on s'en est moqué. On s'en est moqué de ce magnétisme. Lorsqu'on voit dans des vieux papyrus, comme le papyrus des Perses, à côté de notions physiologiques très valables, des pratiques de magnétisme et de magnétiseurs. Évidemment qu'il y avait certains effets et qui donnaient des résultats. Sur une très grosse population, ça peut être discutable, mais actuellement, avec les moyens dont nous disposons, on peut arriver à faire, et c'est le but de recherche actuelle, de diverses recherches actuelles, on peut arriver à faire des ondes et des inductions électromagnétiques en quantité, bien sûr, mais en qualité. Parce que la vie n'est pas n'importe quelle énergie, c'est une forme d'onde, c'est une forme d'énergie correspondant à un certain gradient et de protons et d'électrons. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la vie. Fin de la conférence du professeur Louis-Claude Vincent.